la moitié des tours étaient à terre. Fait il y a eu quand même principalement de problèmes de communication. C'est Harris qui a débarqué avec sa grosse vanne pour donner des radios à tout le monde pour que ça se mette à marcher. C'est bon, mais ça dépend des situations. Ça dépend des situations et il y a tout un changement aussi actuellement. Les changements climatiques amènent des situations nouvelles ou encore des situations qui étaient très peu fréquentes aujourd'hui en termes de catastrophes naturelles. Et ça va changer tout l'aspect des télécommunications aussi. On va faire face à ça. Des inondations, je prenais ce matin qu'à Québec, il y a tout un quartier qui est inondé. Là. Et puis pas à peu près, là, on parle de 2 pieds, 3 pieds d'eau. Une crue ultra rapide, c'est quoi la rivière? La rivière Saint-Charles. Saint-Charles, c'est ça. Bon. Alors, ces genres de choses, on peut s'attendre au printemps à avoir des problèmes. Dû à la température qu'on a actuellement, là, le fait qu'on a une glace, neige qui encore devient une glace plus épaisse, puis une autre neige, ça peut nous créer des problèmes. Mais bon. Donc, oui, tu as raison. Cellulaire, c'est vrai, mais peut-être moins qu'avant. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Ça dépend des régions aussi. Ben, les régions, les réseaux. C'est sûr que quand c'est densifié, urbain, il y a une tour qui est overlappée, qui peut prendre la relève partielle d'un territoire qu'une n'est plus en mesure de desservir. Comme soulève Alexis, sont souvent feedés maintenant par du fibre optique, c'est aérien, c'est latché sur des poteaux. Là, après ça, aussi les complexités climatiques et les complexités opérationnelles des différents services aussi en urgence. On est fortement sollicité par des revendeurs en voulant simplifier. Bien, les villes ont toujours aussi des défis budgétaires, c'est d'essayer de regrouper le plus possible dans une seule technologie pour limiter les coûts redondants ou récurrents mensuels. Mais effectivement, quand un grain de sable embarque dans ce système-là, ça affecte plusieurs facettes ou plusieurs couches opérationnelles à un réseau de communication d'urgence. Fait que là, c'est là que les défis, un peu comme aux États-Unis, FirstNet est un réseau qui se déploie quand même assez rapidement par AT&T. Il amène beaucoup de coast-to-coast, d'interopérabilité. C'est dans le target, c'est à 5, mais la vulnérabilité du réseau, elle est présente. C'est un système basé sur le LTE. Oui, il y a des unités mobiles dans le coin d'Oklahoma pour les ouragans, les tornades, ces affaires-là. C'est sûr qu'eux autres, quand ils arrivent, ils déploient par satellite un pic-pic, ils remettent le réseau. Sauf que c'est une cellule mobile. Fait qu'elle n'a plus le même coverage que le multisite pouvait avoir. Et là, c'est plus là-dessus, nous, les services d'urgence, qu'on doit être préparés à faire face à une non-fonctionnalité globale de notre réseau régulier. À une fonctionnalité partielle. Qu'est-ce qu'on fait si une partie du réseau ne fonctionne plus? Et là, c'est cette prise de conscience-là qu'on prend de plus en plus et à essayer de trouver des plans de solution, mais il ne faut pas se le cacher, quand on arrive dans nos paliers gouvernementaux, ils ont des défis majeurs à faire, budgétaires, opérationnels, politiques, publics. C'est pas toujours populaire d'aller vendre quelque chose au cas des fois qu'on aurait besoin. Exact. C'est pas vendeur de dire on va mettre ça sur la tablette parce que ça se peut que ça coûte 10 000, mais on pourrait peut-être en avoir besoin d'ici les 20 prochaines années. On sait qu'est-ce qui arrive avec la technologie, c'est qu'on va faire une acquisition immédiate. Les villes vont l'immobiliser sous forme de prêt ou de 2, 3, 4 ans de prêt. Puis au bout de 4 ans, on sait que la machine n'est même plus compatible avec la nouvelle technologie. Puis là, il nous dit on vous a acheté ça, puis là, vous venez nous dire que ça ne marche plus. C'est plus ça. Là. C'est là qu'il y a un gros défi, qu'on est obligé des fois de faire affaire avec des contrats, avec des firmes un peu comme Alexis font un travail, avec des firmes où ce qui vont nous garantir une accessibilité à la technologie et de l'actualiser, cette technologie-là, au fur des années. Parce que les villes ne veulent plus acquérir. Ils sont très, très, très échaudés par des acquisitions passées. Les investissements en capital, c'est très dispendieux et d'avoir des ressources à l'interne qui vont être capables d'opérer et de maintenir aussi l'équipement. D'évoluer. Oui. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, je le vis, là, cette pression-là, par ma fonction ici au service. Puis, je suis mauditement pas toujours écouté. Puis, des fois, c'est d'essayer de vulgariser ça, là. Un chat, c'est un chat. Fait que comment je peux appeler une technologie compliquée en étant dans des mots qu'à politique vont dire maudine que ça sonne bien? Je suis obligé d'être plate des fois dans mon discours, puis d'être technique.
puis d'essayer de trouver, d'être inventif dans mon moyen de communication pour dire, soyez sensibles à ça. Ça va vous enfarger tantôt. C'est comme un lacet de botte qui se détache, là. Ça peut aussi bien que tu piles pas dessus, puis ça va super bien aller, mais à la journée que tu vas piler sur le cordon, tu vas en prendre une satanée débacle, là. Pour faire une parenthèse, professionnellement, nous, ce que l'on fait avec l'armée canadienne, on a un véhicule de communication télécom d'urgence avec interopérabilité, bon, etc. C'est pas la présentation. On a différents types d'équipements. La plupart du temps, c'est des équipements portatifs pouvant fonctionner jusqu'à moins 40. Bon. Ça peut être des liens LTE AP25, des liens HF AP25, ça c'est très utilisé, ou tout simplement des liens HF, surtout dans le low band. Ils n'ont pas le budget pour acheter ça, ces équipements-là. Il va y avoir un appel d'offres à tous les 3-4 ans pour certains types de radios, puis encore là, ils louent maintenant, ils les achètent plus. Par contre, ils ont du budget pour avoir un retainer. Donc, on y paye tant par mois pour avoir accès dans un délai X, et puis après, ils payent à la journée ou à l'heure pour les équipements, puis incluant les gens pour faire l'installation de service, etc. Ça passe mieux au gouvernement parce qu'il dit, ben non, on n'immobilise pas cet argent-là. Dans X années, ça ne sera pas remplacé. Et puis, on va payer, mais on va payer quand on en a besoin seulement. Pas la tête. C'est là-dessus, moi, que j'essaie de vendre un peu plus que de mobiliser l'équipement dans des caisses, puis quand on la sort. Ben, c'est ça. Le CAPEX, c'est jamais sexy. Hein? Non, non. Le CAPEX, c'est jamais sexy. Ah, jamais. Dis ça. Bon, les ressources. Avant de faire un plan de com, on a parlé de quel type de message ou quel type de communication on avait à passer. Il faut voir nos ressources. Les voies de communication normales, l'alimentation électrique, qu'est-ce qu'on a? Communication radioamateur, on a-tu des postes répéteurs qui sont en fonction, qu'il y a du backup, qu'il y a des génératrices, etc., que les antennes n'ont pas 3 pouces de glace dessus, ou des fois 6 pouces de glace dessus, qui menacent de s'écraser. Réseau RTQ ou autre, il ne faut pas oublier que c'est en 2004, là. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on a des gens qui sont capables de l'opérer comme il faut? C'est bien beau d'avoir ça, mais c'est pas si évident que ça quand tu viens pour l'opérer comme du monde et en tirer tous les bénéfices. Les sites, les stations, les équipements, qu'est-ce qu'on doit avoir comme mobile, comme portable, etc. Ça peut être du répéteur portatif, ça peut être des voies d'interopérabilité où je suis capable de me relier à n'importe quel réseau, n'importe quel type de réseau. Les conditions de propagation aussi, est-ce que j'ai fait, ou je suis en mesure de faire une évaluation de la propagation HF? Parce que ça peut être drôlement important, là, parce que si tu t'aperçois que tu as juste une fenêtre, et ça nous arrive souvent là, avec le Nord, quand ils sont tout près du cercle polaire, là, des fois on a des fenêtres de juste 3 heures par jour où on peut se parler. Il faut s'assurer que les rencontres multisites ou les liens qui se font entre NDHQ et la station là-bas, là, il faut dire, regarde, essayez pas autrement, c'est telle heure, tel range de fréquence. C'est ça que c'est, là. Ne pensez pas que c'est d'autre chose, ça ne marche pas. Okay? Puis il faut avoir des volontaires. Je disais tout à l'heure que c'est. On parle généralement de 10 volontaires pour une cohorte, là, si vous voulez. Puis d'avoir ça dans 2 heures. Il faut que ces gens-là soient prêts à être là pendant 48 heures. Le rôle de la radio amateur, c'est tout ça, là, ou c'est d'aller aller saucer les mains sur le radio pendant 2 heures sur un fil D, puis il fait 26 degrés, puis la roulotte est climatisée, hein, puis il y a un méchoui là, qui est en train de cuire. Mais une urgence, c'est pas ça, la réalité, c'est pas ça. OK? .com, on achève avec ça. C'est un exemple, un réseau, c'est un Star Network où on a des communications de net controller à net controller. On a des communications aussi de point à point entre des sites qui dépendent d'un certain réseau. Ça peut être ici, ça peut être un hôpital, puis ça peut être un répartiteur d'ambulance ici, ou directement l'ambulance, parce que l'ambulance peut avoir des requis spécifiques suite à ramasser quelqu'un qui a un accident, si son état de santé doit être communiqué à l'hôpital pour qu'il se prépare en conséquence, etc. Bien là, tu ne seras pas passé par un net controller, le lien va se faire directement. Ce qui est important, c'est l'utilisation.
quel est le système, quel canal, fréquence, etc. C'est quoi la fonction, la fréquence, ça il faut la connaître quand même si on a un canal, l'organisation, et puis ici, ben, c'est le destinataire ou les bénéficiaires du service. C'est pas long à faire. Ici, là, je prends l'hôpital. Bon, le système, c'est quoi on va faire? Les ambulances, ils ont du VHF ou du VHF à part. Tu te dis, dans ta région, est-ce qu'ils sont sur P25 ou pas? Ils ont-ils accès au RENIR ou pas? P25, c'est le RENIR, là. Et est-ce que, bon, ils ont du Kenwood, ils sont sur NXDN ou whatever? Ou tout simplement, ils sont en analogue. OK? Bon, donc le système, disons que c'est UHF analogue, canal ça, la fonction c'est ambulance, fréquence, bien, il faut mettre les fréquences parce que nous, on va avoir à les mettre sur le radio. Okay. Ah, c'est tout. C'est juste ça qu'on a besoin. Puis là, on met l'identification sur le réseau, qui parle à qui, avec quelle priorité, etc. Comme on programme un système B25 numérique. Qu'est-ce qui peut servir aussi, nous, de plus en plus, dans les différentes rencontres, associations, formations, depuis 2-3 ans, on sensibilise beaucoup aussi sur le plan de fréquence qui a été alloué par le ministère et Industrie Canada, qui est les UTAC, ou les VTAC. U pour UHF, des fréquences tactiques. Pour l'interopérabilité provinciale, parce qu'effectivement, avec l'avenue des différents modes digitaux des différentes compagnies, on a commencé à perdre cette interopérabilité-là, la capacité entre nous, les services d'incendie, de pouvoir communiquer entre nous lors de situations d'envergure, pour prendre par exemple Lac-Mégantic. Ouais. Quand certains pompiers se sont dirigés pour aller soutenir Lac-Mégantic, certains services un peu moins connaissants en radiocommunication ont dit à leurs pompiers, ben, amenez vos radios, vous allez pouvoir parler avec les pompiers là-bas, ce qui n'a pas été le cas. Si le plan de fréquence et certaines villes auraient adhéré au plan de fréquence UTAC, donc c'est 5 fréquences VHF, 5 fréquences U et V, ben nous, les radioamateurs, il est probable qu'on puisse avoir à faire usage de ces fréquences-là, ou du moins mettre à disponibilité ces fréquences-là pour les services qu'on soutient, parce que c'est des fréquences en voie claire, qui ne demandent pas de savoir la codification des clés d'accès du réseau P25 ou whatever. Et certains services d'urgence, ben, ils vont être sensibles à ne pas vouloir nécessairement mettre ça dans un plan de communication à divulgation ouverte, mais au moment même de la journée. Il y a une mesure d'urgence qui est déclarée, ils pognent le cartable, un peu comme Montréal, il pourrait arriver comme ça, puis ils disent aux radioamateurs, ben garde, on vous alloue une fréquence dans C quelque chose, puis voici qu'est-ce que vous devez mettre dans votre radio P25 pour être capable de parler sur notre réseau. Ou mais il y a d'autres solutions maintenant là-dessus, et je pense que ça vaut la peine que j'en parle, là. Okay. Où ça ne prend pas un technicien, ça ne prend pas quelqu'un qui est connaissant en radio, et je vous prends un P25 avec toute sa codification, ses priorités, et je vais le connecter à un réseau amateur ou un réseau HF en dedans de 3 minutes. Basecamp. C'est ça. Hein? Basecamp? Pas Basecamp. Okay. Non. Basecamp, CAT, ceux qui ont développé le système de patch. Basecamp est bon dans Voice over IP. C'est là qu'ils sont bons. Je connais très bien. Là. Et puis, par contre, avec CAT, vous pouvez mettre jusqu'à 20 appareils. Et le principe est simple. Vous avez votre réseau. Je prends un appareil de votre réseau. Compatible au réseau. Je le mets dessus et je prends un appareil des pompiers de je ne sais pas trop où. Je le mets dessus et je m'assure d'avoir communication entre les deux. C'est tout. Puis ça fonctionne merveilleusement. Comme ici, moi j'ai développé une interface similaire qui utilise les ports de communication, soit la fiche du microphone. Et à ce moment-là, j'ai fait plusieurs interfaces. On fait des simulations. Je l'ai fait avec la SQ, ça fonctionne bien. On se branche dans la prise microphone, dans la prise haut-parleur, puis mon système, ben, lui, il relie tout le monde en fonction des détections Vox. C'est ça. C'est l'équivalent de ça, mais disons que c'est sûr que c'est fancy. C'est très simple. Microprocesseur contrôle et c'est full-proof. Oui, monsieur? Juste pour le point de Pascal, nous, Service d'incendie de Montréal, avec le service de police de Montréal et Urgence Santé, on a un comité d'interopérabilité qu'on a mis en place il y a 2 mois et on s'apprête à envoyer à tous les services d'urgence, là je vais dire du Grand Montréal, là, on s'enligne
grosso modo, Gatineau, Trois-Rivières, en fait de distance, pour aller vérifier, valider quel type d'équipement de radiocommunication qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont en VHF, en UHF, P25? Est-ce que vous avez les fréquences TAC, iCloud, parce que nous autres, c'est du iCloud, on est en P25, mais si tu l'as en V, tu l'as en U. Et justement, dans un but d'interopérabilité comme ça. Puis c'est vraiment d'actualité. C'est le nerf de la guerre, hein? Oui, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, la dernière réunion, je pense que j'avais apporté un petit appareil là, qui est, c'est gros comme mettons comme un portable. Il nous permet à tout le moins de faire le lien entre deux types de réseaux, deux types d'appareils. 2 minutes, puis ça opère sur des batteries Penlight pendant 48 à 72 heures. Fait que vous avez ça dans votre camion, vous avez ça dans votre bac. À un moment donné, hey, je dois interfacer avec les pompiers de je ne sais pas quelle municipalité, ça me prend 30 secondes, c'est fait. Puis la réalité aujourd'hui, c'est pas juste des grosses catastrophes comme le lac mégantic. Je regarde, c'est quoi, il y a un an et demi, on s'est retrouvé à Saint-Tite. On a envoyé nos pompiers à Saint-Tite pour aller aider dans un toit de ferme qui s'était effondré sur un travailleur. On est allé à Saint-Eustache pour un ouvrier dans un silo. C'est aujourd'hui des déploiements rapides de même. Ça peut être des cas. Ça, un petit appareil qui tient dans la poche, c'est drôlement commode. Parce que tu ne sais pas quand tu en as besoin. Parce que nous autres, nos unités, quand ils ont quitté la 40 pour aller à Saint-Tite, les ordinateurs véhiculaires, aussitôt qu'ils ont dépassé Repentigny, plus de réseau. Les ordinateurs, les radios mobiles, nos radios vocales, dès qu'ils ont dépassé, c'est la batterie, on a tout perdu. Par contre, chose absolument ironique, c'est que les positions data GPS, eux autres étaient en LTE. Fait qu'on n'avait plus de communication vocale ou véhiculaire avec les véhicules, mais on a pu les suivre jusqu'à Saint-Tite sur notre système radio. Je vais vous montrer quelque chose là-dessus. Ça revient au problème qu'au Québec, du moins en particulier, d'après ce que j'ai pu voir dans mes vies antérieures, c'est qu'on va prendre Québec, on va prendre Lévis, les systèmes de communication ne sont même pas compatibles entre eux autres. Peut-être ce sera bon de dire aux villes ou aux organismes, écoutez, les gars, vous allez tous vous équiper de la même manière. On regarde les policiers, ils sont dans P25, les pompiers sont à Manila. Moi, j'ai des raisons techniques des fois pour ça, là, parce qu'au départ, avec le codec qu'il y avait dans le P25, la minute que tu avais un environnement de bruit, tu perdais la voix. Fait que le pompier qui est dans le bâtisse en feu, là, analogue. Il y a plusieurs... En P25, c'est un mal parti. C'est très, très mal parti, P25. Après, en ce moment, on a du Nexel, on a du Moto Turbo, on a du P25, puis tout relier ça ensemble. C'est bien beau les interfaces, mais à un moment donné, on a plus d'interfaces qu'on a d'équipements. Peut-être qu'on va revenir à la base, avoir un équipement compatible en partant. Ouais, et aux États-Unis, ils l'ont compris avec la libération du 700 mégacycles. Là, ils ont commencé à dire, wow, là, attends une minute, il faut s'organiser. Eux autres, c'est pas tout le monde qui s'en va dans n'importe quel protocole. Fait qu'ils ont décidé de faire de quoi coast to coast, d'aller dans le 700, puis de mettre des délais, de mettre le pantalon avec les petites boules qui vont avec, de dire, il y a un délai, vous avez tant de temps pour vous conformer. Puis c'est là qu'on s'en va. Mais ici, on est plus modéré. On écoute beaucoup, puis on est influencé sur la petite croix à tous les 4 ans, fait que là, on n'ose pas trop, tu sais, fait que... Puis nous autres, c'est pas pareil. Chaque organisation, ça je l'entendais lorsque je faisais des vérifications et des évaluations pour le vérificateur général. Ah bon, mais nous autres, c'est pas pareil. Puis t'entendais ça partout. Pour n'importe quelle raison, nous autres, c'est pas pareil. Pourquoi vous ne prenez pas telle solution que tel ministère utilise? Ah, mais nous autres, c'est pas pareil. Au Canada, le 700, on libère aussi la même chose. Il n'y a jamais d'obligation. C'est ça, on s'en sert. Prenez, je vais être plus basique que ça, les plans d'urgence des municipalités. Combien de municipalités au Québec ont leur plan d'urgence? Même si ça a passé, c'est une loi depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, ou 4 ans. Ben, le plan d'urgence a toujours pas mal été là. Le portefeuille, là. Moi, je sais que j'ai une liste de municipalités au Québec, là, qui est longue. Le plan d'urgence, il n'a jamais été déposé, il n'a jamais été approuvé par la ville. Il y a eu, lorsque le gouvernement a dit, je vais mettre un peu d'argent pour vous donner, que vous ayez les services de consultants. Alors, ils ont pris l'argent, puis ils ont engagé le consultant, mais le plan d'urgence n'a jamais été terminé. C'est souvent l'accessibilité de la ressource, et au Québec,
C'est comme si on fait pas ça les choses comme ailleurs. Là. On ne s'inspire pas tout nécessairement dans le bon délai de ce qui se fait ailleurs ou des erreurs que les autres font. On dit, ben nous autres, on va l'essayer aussi, peut-être autre couche. Il y a l'entité MRC, qui est une entité, si on peut dire, supra-municipale. C'est bien curieux comment que la municipalité et les MRC vont interagir. Souvent, c'est perçu comme de l'ingérence. Puis là, la MRC va donner une orientation. Les villes vont dire, ben là, ne viendra pas dire comment que nous autres, on va fonctionner. Le budget ou qu'il n'y a La pas de synergie budget. qui est faite autour de ça. Pourtant, les MRC devraient être un soutien à l'ensemble des municipalités pour lesquelles ils sont constitués. Et puis, de faire cette expertise-là au niveau des plans de mesures d'urgence. Là, c'est souvent, non, arrangez-vous chacun sur votre bord. Mon plan de mesures d'urgence de Saint-Hyacinthe n'est peut-être pas compatible avec celui de Saint-Hilaire, quand à la base, il le devrait. Parce que si je suis minimalement sinistré de façon d'envergure, ça se peut que la gestion va se faire à Saint-Hilaire parce qu'ici, mes infrastructures ne sont pas capables de le faire. Tu ne peux pas être dans le centre de l'événement et le gérer. Là. Et c'est là que moi, je partirais plus en croisade, puis j'essaye dans les occasions que j'ai, d'influencer cette vision-là, d'arrêter. Là. Ils ne payent pas pour à la place de nos citoyens, puis on ne paye pas à la place c'est pas ça, là. C'est soyons complémentaires. Soyons complémentaires l'un de l'autre, comme on le fait dans le service d'incendie. Regarde, ils se sont ramassés à l'autre bout parce que la ressource, l'espace clos, elle n'était pas là. Saint-Hyacinthe, on a l'ASMAT, l'espace clos, sauvetage hauteur. C'est ironique que, disons, Sorel s'équipe de sauvetage hauteur au cas des fois que ça arriverait. Bien, la fréquence le démontre qu'ils n'en ont pas d'événements. Mais le risque est là. Mais l'événement, ils n'en ont pas. Fait que c'est des pécuniers qui vont dépenser des citoyens pour. Bien là, ils font des protocoles d'entente. Puis il y a raison de dire qu'il va falloir que nos réseaux de communication des services d'urgence soient compatibles beaucoup plus larges que juste notre municipalité, parce que ça se peut que mon équipe ASMAT aille en soutien à Montréal parce qu'ils ont de quoi de majeur. Bien là, on va arriver là comme des astronautes qui ne se parlent même pas de la même langue, puis on ne sera pas capable de... Voilà. Il faut passer à d'autres choses, mais ça, c'est un quelque chose politique, ça, pas facile à faire. Il faut qu'il y ait, il n'y a pas 50 000 façons, hein, l'expérience le prouve, puis il faut qu'il y ait un enforcement. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, mette ses pilotes avec ce qui va dedans, là, hein, et qu'il dise, by such a date, à telle date, il faut que ce soit déposé. Puis après, on va regarder si tout ça se parle ensemble. Ça, c'est le deuxième temps, là, avec des... J'aime pas le titre de table de concertation, parce que moi, pour moi, ça dure 5 ans, il n'y a rien. Là. Mais au niveau, par exemple, des MRC, qui, eux, la responsabilité, avec des dates de tombée, de faire une intégration des différents plans. Ça serait une façon de faire, mais ça prend, tu sais, c'est la carotte et le bâton. On le vit entre les services d'incendie, que ce soit avec Saint-Pie, qui là, ils sont en train de vouloir faire une régie avec Saint-Dominique puis Saint-Valérien pour être sûr de ne pas s'en venir avec Saint-Hyacinthe. Mais pourtant, on dessert 2 municipalités, on vient d'en prendre une là, dernièrement, Saint-Simon, pour les desservir. C'est pas qu'on veut tout manger, mais moi, j'aurais rien contre que demain, au lieu d'avoir sur mon uniforme marqué Ville de Saint-Hyacinthe et Merci des Mascoutins, qu'on soit tous ensemble pour nos citoyens. Moi, je serais un petit peu plus heureux. Là, c'est pas ça. On veut le contrôle sur nos affaires. Puis, fait que le politique bloque malheureusement beaucoup de choses pour le power trip. Là, ça, c'est parfait, ça. Même, on parle même, je ne vais pas trop vite parce que tu fais des signes. Oui. C'est ça, le tape. Le maudit problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'entités qui veulent avoir leur petite couverte à eux autres. Ils ne veulent pas se partager l'information pour faire un universel. Ça, c'est le gros problème. Et qui est responsable? Malheureusement, c'est nos politiciens qu'il faudrait qu'ils viennent sur le champ, venir voir un sinistre, malheureusement, voir comment ça roule. Et vraiment être sur le plancher pour voir, parce que sinon, là, pas de problème là. Moi, je vais ramener ça, puis je vais couper là pour que René ait le temps de changer sa carte. Là. Continue. Alors, on va continuer après avec d'autres choses. On peut faire une petite pause. Je vais ramener ça à la radio amateur. Hein? On parle contre les autorités, puis les villes, puis la MRC. Combien il y a de clubs qui travaillent ensemble sur des projets d'urgence? Beaucoup. Nous autres. Travaillant de vous autres? Avec le
celui de Saint... comment on appelle ça, Saint-Martin. Avec? C'est pour Saint-Martin. Merci, excuse-moi. OK, bon, fine. Il y a eu plus qu'une tentative. Là. On en était à avoir une procédure d'intervention commune. CVR et puis un truc de Longueuil, si je ne me trompe pas. Mais c'est mort, là. On veut faire des activités conjointes. C'est pas facile. Chacun a sa façon de voir les choses. C'est le not invented here. Puis, tu sais, comme dirait M. Trump, mon bouton est plus gros que le tien. On est pareil. Mais là, si on est pareil, puis on deal avec des autorités qui sont pareilles, on n'ira pas loin. Là. Okay? Donc, il faut avoir aussi une ouverture d'esprit. Puis il faut avoir, prendre conscience de ça, puis s'arrêter, puis y penser comme il faut. Parce que, qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, j'ai toujours été... J'en discutais avec le directeur du MSP pour la Montérégie, Jean-Sébastien, puis on en est venu de vue à la conclusion, puis ça, là, ça n'engage que moi, que si on veut que ça fonctionne, il faut que les clubs collaborent, et il faut être en dessous d'un seul parapluie. Lui, il n'est pas pour appeler 25 clubs. Hein? Il va en appeler un. Il va appeler l'autorité ou le regroupement provincial. Et là, ça sera au regroupement provincial de faire l'appel. C'est une façon de le voir. Il y en a peut-être d'autres, là. On peut ou ne pas être d'accord ou pas, mais c'est une façon, c'est comme ça que les autorités veulent qu'on fonctionne. Puis ils ont le plan d'intervention, je vais vous montrer une copie du plan tantôt, qui est pas mal similaire d'une place à l'autre. C'est sûr qu'il y a toujours des éléments qui sont spécifiques, mais dans le déploiement, c'est pas du blanc et du noir. Ça joue quand même dans une zone qui est assez restreinte pour pas que les autorités soient toujours à réinventer leur façon de travailler avec nous. On va parler, on ne parlera pas tellement de technique, là. On va parler d'expérience passée. Comment cet événement a été perçu par différents groupes, que ce soit gouvernementaux, différentes autorités, ministères, etc. On va passer un petit peu ça en revue. Je ne commenterai pas. Je vais vous laisser réfléchir puis vous faire votre propre idée. On va voir qu'il y a quand même des différences. Mais bon. Alors, c'est tiré du rapport Nicolet qui a été produit après la crise du Lagla. Ce sont des extraits qui ont été sortis du rapport Nicolet là où on parle de la radio amateur, et c'est Raki qui avait fait cet exercice-là, pour donner à César ce qui est à César. J'ai tout simplement identifié des phrases là-dedans. Okay? En cas de sinistre, les communications sont indispensables pour coordonner les actions des multiples intervenants. Ben de la lune. Oh, pas de commentaire. Okay? Durant le verglas, les compagnies de télécommunications n'ont pu suffire à la demande. Elles ont donc fait appel à des compagnies situées hors du territoire affecté. Okay. Donc, on parle de d'autres compagnies de téléphone, des carrières de d'autres provinces, etc. Le téléphone cellulaire a été la grande vedette des télécommunications pendant le sinistre du verglas. C'est drôle, moi je reste à Saint-Jean, puis c'est pas ça que j'ai vu. Pente. Il n'y avait pas. OK? Ah, hey. Ah oui, C'est un rapport qui est politique, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y avait de la communication cellulaire pendant le verglas. Si les autorités publiques avaient davantage reconnu l'importance de soutenir les entreprises, hein, pas les municipalités, là, les entreprises en tant qu'intervenants d'urgence, la restauration des services en aurait été facilitée. Les compagnies de télécommunications auraient alors pu jouer pleinement leur rôle durant la tempête. Là, j'ai envie d'en parler, mais j'en parlerai pas. Du côté des services ambulanciers, certaines unités ont dû soit se rendre sur place pour vérifier l'information, soit faire appel aux services de police ou de pompiers pour obtenir l'information nécessaire, soit se rapprocher des tours de transmission. Dans bien des cas, c'est le radio amateur qui a comblé
les lacunes de communication entre les services ambulanciers et les intervenants. Là, on parle des radioamateurs. Je ne vous lirai pas tout le paragraphe, là. Ceux qui veulent avoir le rapport Nicolet ou ces extraits-là, juste à m'envoyer un courriel, vous l'enverrez. Ici, malgré l'intervention des radioamateurs et le prêt d'équipement par les entreprises de télécommunications, plusieurs municipalités ont quand même vécu des problèmes dans ce domaine. 32% des municipalités sinistrées de moins de 10 000 habitants ont demandé des équipements. OK? L'abondance des modes de télécommunication en situation normale a tendance à masquer la fragilité du système, surtout en situation d'urgence. Quant aux municipalités, les problèmes de télécommunication qu'elles ont connus s'expliquent par le manque de matériel, l'incompatibilité des composants, l'absence d'entente préalable pour le support en cas de sinistre et le manque de connaissance du personnel municipalité sur le fonctionnement de certains systèmes. Nombreuses municipalités ont déploré les carences de la communication entre les autorités, les sinistrés et les intervenants. Quant aux problèmes de communication entre intervenants, c'était surtout relié au manque d'appareils, à l'utilisation de fréquences variées, puis aux pannes du système téléphonique. La communication a été le gros des problèmes. Quand on dit qu'on n'a plus personne à qui appeler, on n'a plus de cellulaire, plus rien, il me semblait que c'était la grosse lettre, plus rien qui fonctionne. On n'était même plus capable de communiquer avec les stations de radio pour leur dire ce qui se passait. Il fallait que tu embarques dans ton auto pour aller les voir directement. Ça, c'était un élu municipal. Là, ça passe un jeune. Attends, c'est pas fini. On assistait donc à une congestion de certaines lignes téléphoniques, notamment le 911, l'Infosanté, etc., ainsi que des lignes du ministère de la Sécurité publique. Ça semblait que tout allait bien. Un engorgement analogue était signalé sur le réseau cellulaire, tandis que les réparateurs éprouvaient beaucoup de difficultés à accéder au territoire touché par le verglas. On doit immédiatement souligner que globalement, malgré qu'il y ait eu des dommages, certains bris, interruptions importantes de services, les régions affectées n'ont pas eu à subir de crise de télécommunication. C'est comme contradictoire. Quoi, ils se contredisent? Aucun des intervenants importants en sécurité civile n'a connu de problème insurmontable de télécommunication. Ce que ça me fait penser, Denis, c'est que c'est comme si plusieurs personnes avaient construit différentes parties du texte, là, puis on tourne c'est là-dessus que je veux en venir. C'est différents organismes, autorités, ministères, etc., qui ont produit ce rapport-là ensemble, parce qu'ils ont été interviewés, etc. Donc, le focus n'était pas du tout le même, la compréhension, et je vais vous en sortir une bonne note. Okay? L'intégrité des réseaux n'a pu être maintenue, même si on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises en raison... l'intégrité des réseaux a pu être maintenue. Ben, moi, je ne pas vrai. Si on gardait l'intégrité, il n'y aurait pas eu de même si on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises en raison des difficultés d'approvisionnement des génératrices ou des problèmes d'accès à des sites. Ce point est très important car le maintien des différents réseaux de télécom a permis de maintenir les liens entre les autorités, blablabla. OK? Puis là, il nous parle de nous, là, outre la radiocommunication, une plus grande place doit être faite à la radio amateur dans les plans d'urgence. Bon. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier, non? Ah. En cas de sinistre, les entreprises de télécommunications devraient être considérées comme prioritaires. Pour prévoir l'utilisation des moyens de télécommunication indépendants des structures terrestres, les réseaux satellites et les radioamateurs. Ça finit à peu près là. Le reste, là, les compatibilités, etc. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça dit? Dépendamment à qui tu parles, il y a eu un problème ou il n'y en a pas eu. C'est ça, c'est un peu l'incohérence là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. À un moment donné,
il y a un représentant d'une autorité qui a identifié un problème. Ce problème-là, je pense que tout le monde le connaît. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, puis qu'il y a quelqu'un qui tombe malade chez eux, ou il y a une personne âgée qui tombe, qui se casse une hanche, comment est-ce qu'elle fait pour la personne a appelé le CSPQ? Parce qu'on lui a dit, au MSP, que les communications, c'est le CSPQ. Pour ça, je les aime beaucoup, le CSPQ. Le CSPQ a dit à ce représentant-là d'autorité, « Ouais, mais vous n'avez pas pensé à installer des CB à la ville? » OK? Et mettre des CB à différentes places dans la ville, là, si le monde a besoin, ils vont là et il y a un CB. Ou encore, ils s'achètent un CB, tout le monde va avoir un CB, tout va être correct. CSPQ, c'est eux autres qui sont en charge du relais. Bravo, les gars. Dans le verglas, pour faire face à ça, c'est qu'on avait mis des téléphones dans certains quartiers avec Bell, en dessous des abris d'auto, bien identifiés au chemin avec 911 disponible. L'idée est le bonne. téléphone, c'était dans une petite boîte rouge. L'idée est Les bonne, places, mais- puis parce qu'il y a des quartiers que les torons ont été sérieusement endommagés, donc on a parti un quartier assez majeur. Fait que ça a été la façon avec les militaires, faire le déglaçage et puis remonter les torons principales qui traversaient les voies principales. Fait que les autres se promenaient avec une petite perche, un peu comme on voit, ça tapait sa perche, ils savaient que notre camion échelle ne passait pas dans ce rue-là. On était tout de suite avisé au contrôle que cette rue-là est inaccessible. On avait un tableau qu'on coloriait la rue, que disait, oups, cette rue-là. Fait que quand il y avait un appel, les opérateurs d'échelle se faisaient dire sur les voies, disaient, regarde, si vous ne passez pas par telle rue, ils étaient guidés. Fait que ça a été bien enrichissant de tout mettre ça en place, d'un centre de relève, des hébergements, les écoles où ce que nos résidents étaient hébergés, bien, rajouter des téléphones publics pour qu'ils puissent donner des nouvelles. Ça a été quelque chose, puis c'est pour ça que quand je lis, puis quand moi j'en ai lu quasiment la totalité du rapport, je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils ne sont pas venus ici. Quand que Rougemont, toutes les tours ont tombé. Quand Yamaska, les tours ont tombé. Là, après ça, le cellulaire, on a eu, nous autres, CFEI. J'étais technicien, tu passes Radio Broadcast ici. Il y a un gros morceau de glace qui est tombé de la tour de 340 pieds et est rentré dans le shelter en bas comme si rien n'était. Fait que là, on est tombé off the air. Le transmetteur est tombé en faute. L'héliax, il s'était désembouté d'après le connecteur. Faire une réparation temporaire, me mettre sur l'auxiliaire 300 watts. Puis, mais là, en même temps, j'étais coordonnateur aux communications. Fait que je suis venu à bout de trouver 2 techniciens de Sherbrooke. Michel, qui était radioamateur. Aussi Michel Cournoyer, qui est venu me dépanner pour faire l'entretien du service. Puis là, ben, quand je vois ça, puis les gens, souvent, ont le dialogue de dire, oh, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Ça peut être sous cette forme-là, peut-être pas. Et il peut y avoir d'autres situations qui vont être plus à petite échelle. Puis moi, je suis tout d'avis qu'il faut avoir une mobilité de la ressource que de développer la ressource uniquement dans une région. Fait que c'est pour ça que moi, le pan de Raki, que Raki vienne soutenir et de notre représentant officiel auprès de notre instance gouvernementale, je la trouve tout à fait à propos. Et qu'on développe des compétences à des membres de clubs, mais qui sont attachés à une unité provinciale. Tu es membre d'un club, CWQ, pas de problème, mais tu adhères à la fédération en étant membre pour les mesures d'urgence, radio-amateur, mais tu n'es pas chapeauté par ton club local, tu es chapeauté par une entité qui homogénise la façon de faire et en même temps facilite les instances gouvernementales par le COG ou des choses comme ça, à avoir accès à nous. Là. Mais là, Raki est à renouveler l'entente, le protocole, et l'entente actuelle ne vise que la radiocommunication entre les différents bureaux du MSP et la centrale à Québec. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça, on s'entend. Donc, moi, je vais terminer en vous disant, quand je lis ça, quand je regarde comment ça fonctionne, quand je lis le journal, puis que je vérifie auprès du MSP, puis qu'on me dit, ben, le MSP, ça ne sera plus un ministère, ça va être une agence. Et 80% des ressources vont passer pour le rétablissement et non pour... et là, je me dis, OK, ben c'est sûr, hein, je veux dire, M. Coiteux, il s'est fait taper dessus pas mal, le pauvre monsieur, il disait que les chèques ne sont pas encore rentrés pour les inondations. Ben, si tu veux. Donc c'est sûr qu'il dit, hey, c'est le rétablissement qui compte, le reste, OK.
Oui, mais comme nous, On va dans jeter le bébé avec l'eau l'incendie, du bain. si Et je là, regarde, ce qui est dit, et écrit, ça va être la responsabilité des municipalités. On pèle aux municipalités. Donc, ouais, ça en fait des intervenants, ça. c'est parce qu'on vit, nous autres, dans l'incendie, on fait beaucoup, puis depuis plusieurs années, on faisait du combat incendie. Tu étais pompier pour aller éteindre quand il arrivait des feux. Bien, maintenant, notre formation nous amène à les prévenir. Donc, à faire de la prévention, identifier les risques, faire l'éducation du public. Dire aux gens sur l'usage des différents combustibles ou des risques d'incendie à la maison, bien, on fait du porte-à-porte. C'est sûr que, ironiquement, pour ceux qui aiment être pompiers pour aller au combat incendie, bien, eux autres disent que je suis en train de tuer ma job parce qu'il y a de moins en moins d'incendies importants. Mais l'efficacité terrain, elle est de plus en plus là parce que technologiquement, l'accessibilité à la formation, à la connaissance et puis tout ça, mais la prévention est payante hors de tout doute. Donc, le gouvernement devrait faire de la prévention, autant, beaucoup plus avec le 72 heures, préparer les citoyens, sensibiliser les citoyens, préparer les municipalités à mettre en place des processus de collecte et de recensement. Parce que quand il arrive des sinistrés, souvent, ce qui arrive, le problème, c'est que les gens sont qu'avec une boussole au-dessus d'un aimant. Ils ne savent pas sur quelle base s'en aller, à qui sonner, aller vers où. Je vais-tu voir ma ville, pas ma ville, le gouvernement, puis là, ça se lance la balle, parce que ça devient non populaire et puis médiatiquement pas vendeur. Bien, moi, j'ai pas de problème à sensibiliser ma ville, puis à dire, regarde, on va se mettre en place un système, en l'occurrence provincial, de comment on fait un recensement. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a un système de recensement. Si j'évacue des sinistrés, c'est la gestion hôtelière. C'est le même principe. Mais sinistrés qui rentrent dans le centre d'hébergement remplissent une fiche identique à un système hôtelier, puis tout ça, puis il est tracé. Faut mettre en place un système, c'est sûr, hors de tout doute. Là. Et je pense que la réciproque est aussi vraie au niveau des télécommunications. Peut-être que le rôle que les amateurs auraient à jouer, je dis ça sous toute réserve, mais c'est plus le lien entre la population et les autorités, peut-être. C'est là où il semble avoir un très gros manque, ou encore les télécommunications moyennes et longue distance dans des coins éloignés. Tu sais. Faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, je pense que, pour moi, je remets ça à Raki, puis de s'asseoir avec les clubs, dire, bien, face à tout ça, c'est quoi notre mission où on peut être utile? Il faut être présent, parce que si on n'est pas présent, c'est le commercial qui prend place. Ce qui n'est pas mauvais. Qui n'est pas méchant, mais comme tu dis, tu sais, supporter le commercial, ça n'a pas tort, mais il faut faire attention. Le commercial doit s'assumer lui-même. Tu sais, Belle Mobilité, toutes les ressources qu'ils ont, là, ben, ils doivent se gérer. Là. Quand il y a un problème, là, ils doivent faire rentrer plus de monde puis payer du CS. C'est leurs affaires, je suis d'accord. C'est leurs affaires. Encore là, juste Pascal, on s'entend que le commercial, il peut supporter une certaine logistique en équipement, mais ils n'auront jamais le manpower que nous autres. Non, il y a un pic là que personne n'est capable de combler. C'est ça. Tu regardes Rogers, ils ont 3 quarts, les Cell on Wheels. Tu les déploies où quand tu as une urgence? C'est ça. On vient encore au point de départ, notre communication. Puis là, on dit qu'il faut que les villes favorisent les réseaux de communication d'urgence, mais il y a plusieurs villes qui interdisent les antennes, ou qui apprennent une liasse pour être une antenne. OK, moi j'ai travaillé l'autre bord, je recevais les plaintes, mais ma ville ne veut pas. Puis même, il y a des grosses villes, genre Saint-Hilaire, il y a 20 ans, tu n'avais même pas le droit d'avoir une antenne de télévision dehors. Comment tu fais de la communication d'urgence à ta propre ville si la ville n'est pas prête? Elle n'est pas ouverte à ça. Parce que qu'est-ce que tu amènes? Raki, c'est un bien bon organisme, mais Raki, ça n'a aucun pouvoir légal. Non. Okay? Raki ne peut pas dire, toi, tu vas faire ça. Tu ne peux pas imposer. Mais peut-être que Raki devrait être impliqué dans les plans d'urbanisme des villes. On ne demande pas les radioamateurs, de façon générale, ne demandent pas une tour de 200 pieds. Là. Ils vont demander quelque chose qui claire le toit de la maison. On est obligé de faire un mémoire parce qu'on a un radioamateur qui est brimé présentement, qui ne peut pas mettre une tour chez lui, puis il ne demande pas de tour de 100 pieds. Puis après ça, moi, comme organisme municipal, par l'entremise de la loi sur la sécurité incendie, qui demande et oblige aux villes de faire des ententes avec les radioamateurs, bien, il nuit mon radioamateur d'être radioamateur, mais on va s'en servir quand on va être dans la merde. Mais là, bon, maintenant, c'est quoi l'affaire, là? Donnez-y une chance. Tu as une municipalité en ce moment qui charge 5 000 $ pour faire l'étude de mettre une antenne de télévision dans ta cour. On parle d'un radioamateur qui est...
On regarde, on a pas mal plus de cheveux gris que de cheveux foncés ici. Là. On n'a plus les moyens de se payer 5 000 $ mettre une tour. On a le moyen de s'acheter peut-être un Baffin à 50 $ qui peut être utile, faire de la patrouille avec les gens ou aider quelqu'un qui est mal pris. On n'a pas l'argent de faire cette infrastructure-là. Les villes qui nous imposent ça, c'est fou. technique, puis tout ça. Hey, j'ai vu un monsieur qui voulait juste installer les petites extensions qu'on mettait avant sur les toits pour les antennes de télévision. Il s'est fait demander un plan d'ingénieur pour ça. Comment? Un trépied? C'est un trépied, exactement. Il s'est fait demander un plan d'ingénieur pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais la ville, elle veut avoir la communication. Tu sais, on va toujours à cause de départ. C'est l'œuf ou la poule. Elle répond au chialeux qui, lui, trouve pas ça beau. Moi, à mon avis, là... J'ai eu dans ma job antérieure un maire qui m'a appelé. C'était un langage assez vulgaire qui est utilisé. Ben là, tu as parlé de tabarnak. C'est quoi cette antenne-là dans ma cour? Je n'en veux pas, c'est pas bon, ça sert à rien. J'ai dit, là, je vois que c'est un téléphone cellulaire. J'ai dit, monsieur le maire, si vous utilisez un téléphone cellulaire, c'est moi, oui. Êtes-vous au courant que ça prend une tour pour fonctionner? Non, non, c'est un téléphone sans fil. Il faut lui expliquer que c'était une radio. Il n'y avait pas toute la connaissance. Après ça, je n'ai jamais entendu parler. Il y a une façon, là, puis tantôt on mentionnait, Raki sont trois, là. Hein? Il y a une chose qu'on peut faire bien plus simple, et ça, c'est tout de suite, c'est nous autres, en tant que club radioamateur, que ce soit notre club ou d'autres clubs radioamateurs, c'est de faire des arrangements localement. Regarde, dans la salle qu'on est, tu en as un bel exemple. Alors, c'est de prendre des arrangements, offrir nos services aux municipalités, même si c'est pour de l'affaire banale comme une parade de l'Halloween où on fait de la sécurité pour augmenter au fournir de communication puis la patrouille. Juste des choses de même comme on fait, un club fait à Saint-Bruno, par exemple. OK? Alors, c'est de fournir des services de base puis s'impliquer socialement puis localement pour qu'ils reconnaissent justement qu'on a des compétences. Se faire voir. Ça, c'est vrai. Parce que c'est bien beau avoir un VA2 sur notre, ou VA2 sur notre plaque automobile, mais ça a tout tombé, ces affaires-là. Oui, pourquoi ça a tombé? C'est facile de savoir pourquoi ça a tombé. On faisait le festival des Montgolfières il y a 2 années à Saint-Jean. Tu fais encore? Oui, mais avant ça, on le faisait gros. Et on a eu combien de compétitions des commerciaux qui veulent l'avoir? On va avoir notre nom finalement à cause de ça. Parce que tu as une entité commerciale qui va avoir... Moi, je vais m'occuper des communications des Jeux du Québec. C'est plus la radioamateur qui fait ça dans Ménico. OK. J'aimerais avoir juste 5 minutes pour terminer. Puis après ça, on pourra jaser. Ça termine la présentation. Je vais juste vous montrer deux petites choses. Mais j'espère que, ça ne vous a pas découragé au niveau télécommunications d'urgence, parce que le besoin il est toujours là, il est même plus présent que jamais, parce qu'on est tributaire des télécommunications, ce qui n'était pas le cas avant. Puis tout le monde doit s'entraider aujourd'hui avec des ressources très spécialisées qu'on ne peut pas tous se payer. Fait que ça, c'est important. Puis, deuxièmement, j'espère que ça va aussi vous amener à réfléchir à ce qu'on vit actuellement, puis vers où on devrait aller. C'était le but de cette présentation. Maintenant, on parle d'interop, puis on parle de nouvelles technologies. Vous savez ce que c'est? Bon, non, pas juste militaire. Là. Il est noir, celui-là, il n'est pas vert. Il y a le vert aussi, là, qui a plus d'encryptage. Nintendo Switch? Ça s'appelle un field terminal. C'est un terminal. Okay? C'est un modèle. Il y a un GPS qui est built-in. Tu as un écran. Tu as un petit clavier QWERTY. Avec ça, tu connectes à ton radio, quel que soit le radio, un VHF, un UHF, un HF. Okay? Tu connectes le radio ici. Et wow! Tu as accès à Internet. Tu peux envoyer un SMS à une autre station. Tu peux faire multiples choses que normalement tu ne pourrais pas. Okay? Tu peux envoyer des photos, tu connectes ton appareil photo, tu connectes juste un petit port USB là, pour ta caméra. Ça fait tout ça. Okay? Regardez comme c'est gros. Tous les rapports sont déjà préprogrammés, les sites web et compagnie. Tu peux les modifier, donc tu peux les mettre selon tes procédures ou les procédures du MSP. Et puis, écoute, c'est merveilleux. Tu traînes ça dans des poches. Là, actuellement, les responsables des différents groupes de télécom de certaines divisions de l'armée canadienne, c'est ce qu'ils ont sur eux continuellement. Quand tu arrives à quelque part, il y a un vieux 148 ou 138, c'est-à-dire, où il y a un 522 ou quoi que ce soit l'appareil, ou un PRC 2090, ils se connectent dessus.
Puis bingo, ils ont toute leur adresse, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous leurs rapports, ils les reçoivent, ils en transmettent des photos. Hey, merveilleux. Maintenant, la beauté de ça, tu y mets juste c'est quoi, c'est un 2059 ou 1219, whatever, je ne me souviens jamais du numéro. Et là, tu peux, au lieu d'utiliser le microphone de ton appareil, tu utilises celui qui passe au travers de ton modem, ta voix est numérisée, est encryptée. Fait que là, tu as un réseau complètement privé à partir du moment où tu connectes ça. Tu es dans ton véhicule ou tu es à ton bureau, tu connectes le PC dedans, tu n'as pas besoin de te servir du petit clavier, tu es sur ton PC, tu travailles avec Outlook comme tu as l'habitude de travailler, il n'y a aucun changement. Ça, là, quand on parle de WinLink, là, je connais bien, je connais très bien Pactar, c'est super un Pactar en passant, c'est WinLink. Vous savez que WinLink, il n'y a pas une... le CFARS est encore sur WinLink pour leur communication interne. Absolument interdit pour les communications avec les militaires. C'est du 110A ou du 141B. La raison, c'est que WinLink, c'est l'endroit où il y a énormément de piratage. Ces données-là ne sont pas encryptées. Tu vas les chercher comme tu veux. Et c'est même utilisé par les pirates, je ne sais pas trop dans quel point, je ne suis pas un navigateur. Là. Alors, ils savent la position du bateau, etc., puis ils s'en vont l'intercepter, puis bon. Fait que nous, pas vraiment une bonne idée de se servir de WinLink, pour toutes sortes de raisons. On peut se servir d'un Pactar avec SCS Mate, ça fonctionne très bien, c'est mieux protégé. Mais l'avenir, c'est ça. Moi, j'arrive avec cet appareil-là, un câble, je me connecte sur vos appareils. Bonjour, j'ai mon radio. Vendu pour la modique somme de 149 $ sur Amazon. Bon, je ne pas 149 $, mais c'est, somme toute, c'est abordable. Tous les snipers s'occupent de ça. Parce que c'est tout petit, si ça ne fait pas de bruit, ils peuvent communiquer leur message. Les SMS, les emails, c'est assez spécial. Ça vaut combien, ça? Le prix pour un appareil comme ça varie entre 3 500 et 6 000, dépendamment des options, s'il y a de l'encryption aussi ou ça. Mais un Pactar, c'est rendu 2200. Très bien. Voilà. Maintenant, le clou du spectacle, attention vos pieds. En cas d'urgence, on a besoin d'installer des antennes. Les antennes, ça prend un mois. Hein? C'est un mois. Voilà. Ça, c'est un... OK? Pas plus que ça. Alors, il y a un petit embout qu'on met pour le trépied, et puis un pour la tête, trois cordes. Bonjour. On va le tester au Winterfield Day. Je vais le prêter au club pour le Winterfield Day. Fait que, on est capable de donner des services. Ah, ouais. Ça me fait penser au jeu de serpent quand on était jeune. On l'a roulé. Les enfants ont disparu encore. C'est quoi le payload? C'est à peu près 12 livres. 12 livres, on parle d'une antenne complètement au bout. Là. Normalement, ce qu'on installe là-dessus, c'est... on installe 2-3 antennes. Moi, tout à fait, au bout, je vais installer une Omni. C'est en plastique, ça, Denis? Non, c'est de la fibre de carbone. Un chip de carbone prémolé. Puis l'Omni VHF UHF. Et puis, en part de ça, on peut mettre... il y a une autre fixture où on peut mettre une antenne sur le 1.2 et 2.4 et puis une live. On l'emmène au field day. Non, l'autre affaire. Ah, l'autre affaire. En parlant d'argent, je vais mettre une petite tasse à café tantôt. Si vous avez des petites contributions pour défrayer les 64 piastres que ça doit coûter pour les becs et le café, là. 60 piastres. Quelquefois, c'est quand on se déploie avec des militaires, c'est eux autres qui roulent. Laisse ça aux jeunes. Oh oui! Prends des bons bras. Bah, Ah. juste que c'est un peu fatigant, mais c'est pas lourd, hein? C'est en fibre de carbone. Ah. Oui, là, passe-les. On peut
C'est beau, Denis. C'est beau, ben, merci beaucoup de votre attention. Félicitations, Denis. Merci, c'était très intéressant.